Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information consacrée aujourd'hui à la rétroactualité de la semaine. Les parlementaires ont adopté mercredi dernier la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-067 du 10 décembre 2020 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2021. Plus de détails avec Haïssa Adamou qui commente les images de Ibrahim Kantama. Les travaux en séance plénière de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2021 se poursuivent activement à l'Assemblée nationale. Au cours de la séance plénière de ce mercredi 28 juillet 2021, les parlementaires ont adopté le projet de la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2021 avec 127 voix pour, 30 contre et 0 abstention. Les travaux se sont déroulés en présence du président de la commission des finances et du budget qui a saisi l'occasion pour exposer les propositions des modifications avant même ces 10 votes. Les propositions de modification contenues dans ce collectif portent sur certaines mesures fiscales, des ouvertures additionnelles de recettes et des ouvertures et des annulations de crédits. La commission des finances et du budget, que j'ai l'honneur de présider, a consacré plusieurs jours à l'examen approfondi de chaque proposition contenue dans ce document. Elle a pour cela bénéficié du concours précieux des agents du ministère des Finances et de contributions des autres commissions saisies pour avis. Le commissaire du gouvernement, le ministre des Finances, à sa sortie de l'hémicycle, n'est pas resté sans voix suite à l'adoption de ce projet de loi. Satisfaction pleine parce que nous venons d'adopter le premier collectif budgétaire de l'année 2021 qui a augmenté le budget de 186 milliards, donc une hausse de pratiquement 7%. Et cette hausse de dépenses est pratiquement et essentiellement orientée vers la sécurisation de notre territoire, notamment pour plus de 43 milliards pour la sécurité entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. C'est plus de 40 milliards pour la participation du Niger au titre du WAPCO, qui est la société de capital pour le pipeline, ainsi que des ressources additionnelles pour la sécurité alimentaire, pour l'éducation, mais aussi pour les infrastructures, à la fois les infrastructures routières, mais aussi les infrastructures hydrauliques, pour permettre à nos populations d'accéder de faciliter l'accès à l'eau potable, mais aussi de désenclaver les zones rurales à travers de la construction des routes importantes. Donc c'est essentiellement à ce niveau que le collectif a été consacré et cela a été fait sans pour autant dégrader ou remettre en cause les équilibres macro-financiers de notre économie, parce que nous avons toujours un déficit budgétaire qui est viable, nous avons une dette qui est viable, qui est propre, et par conséquent, c'est dans la droite ligne de nos orientations que nous avions suivies pendant des années sur l'assainissement de nos finances publiques, sur l'objectif de porter nos finances publiques sur un chantier qui soit viable, qui soit soutenable. Notons que l'opposition parlementaire, n'étant pas convaincue de la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget, n'a pas voté à la faveur de ce projet. Malgré ce fait, le projet de la loi portant première rectification de la loi numéro 2020-67 du 10 décembre 2020 a donc été ainsi adopté à la grande satisfaction du gouvernement. La mutuelle de santé des magistrats Moussaman a tenu hier au siège du SNAD sa deuxième assemblée générale ordinaire sous le thème
l'adhérent de la mutuelle de santé des magistrats face à ses responsabilités dans la pérennisation de la mutuelle. D'autres détails avec Ralia Sami et Abdouraouf Doya. Cette deuxième assemblée générale ordinaire de la MUSAMAN, mutuelle de santé des magistrats du Niger, a regroupé plusieurs adhérents de la mutuelle venus de tous les coins du pays. Il s'agira pour ce magistrat de mener des réflexions approfondies sur le fonctionnement de leur mutuelle et proposer des perspectives nouvelles pour l'avenir tout au long de ces assises. Présent pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de la Justice a saisi l'occasion pour féliciter et encourager les magistrats dans cette initiative. Quant à la présidente des associations nationales de la mutualité, elle a interpellé les magistrats de la MUSAMAN tout en les encourageant. Votre participation très importante lors des assises de la première édition de la journée porte ouverte sur de la mutualité sociale. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous encourager dans tout ce que vous êtes en train de faire pour donner un élan au mouvement mutualiste nigérien. Également, je profite de cette occasion pour vous demander, parce que tout ce qui vous manque dans tout ce que vous êtes en train de faire pour le développement de la mutualité, il vous manque un local. Il vous manque un local. C'est ce que vraiment j'ai dit, je vais profiter de ces assises-là pour attirer l'attention, parce que ça doit être un département à part entière. Également, je vais profiter de cette occasion pour surtout vous féliciter pour le fait que vous êtes l'une des premières mutuelles chaque année à nous produire tout ce qu'il y a comme documents qui puissent nous permettre de faire le contrôle. Donc les documents administratifs, financiers, ainsi de suite. Donc vous êtes l'une des premières mutuelles chaque année, dès qu'on envoie les lettres pour que nous ayons ces documents-là qui nous permettent de faire le suivi des mutuelles, vous êtes les premiers à nous répondre par rapport à ça. Le président en exercice de la mutuelle, quant à lui, a passé au peigne fin les différentes activités réalisées par la mutuelle en 7 ans d'existence. Depuis la mise en place de ces organes dirigeants, elle a enregistré près de 336 adhérents et environ 1500 bénéficiaires. Les fonds mobilisés au cours de ces mandats s'élèvent à près de 170 millions de francs CFA, issus principalement des cotisations, des frais d'adhésion et de la vente des livrets individuels. Quant aux dépenses, elles dépassent le montant de 166 millions de francs CFA. Vous imaginez un peu la suite. Plusieurs activités ont été menées par la mutuelle, dont entre autres les signatures de contrats de prestation avec un certain nombre d'établissements de soins, de pharmacies, de laboratoires, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. D'autres projets de contrats, notamment avec d'autres établissements sanitaires du secteur public, sont envisagés en vue de faciliter davantage aux adhérents l'accès aux prestations. Je voudrais rappeler aux adhérents que le droit d'accès aux prestations de la mutuelle obéit à un certain nombre d'exigences. La qualité de membre peut être acquise par tout magistrat en activité ou à la retraite et qui fait acte d'adhésion constaté par la signature d'un bulletin destiné à cet effet. Bien entendu, nous sommes en train d'envisager, dans le cadre des réformes qui vous seront soumises, d'envisager l'ouverture au plus grand nombre. Notons qu'à l'issue des assises de cette deuxième assemblée générale ordinaire de la MUSAMAN, un nouveau bureau sera mis en place. Il aura la lourde tâche d'assurer la survie de la mutuelle durant tout son mandat. Rappelons que la MUSAMAN a pour principal objectif d'assurer la prise en charge médicale des magistrats du Niger et de leurs familles. Et de son côté, l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre au cours de cette semaine à un atelier de formation sur la capitalisation du Covid-19 et du développement du studio au Kalangu. C'est en présence de nos reporters
Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Organisé par la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu, cet atelier de capitalisation du Covid-19 et de développement du studio Kalangu est un atelier d'échange, de partage d'expériences et de savoir-faire des différents partenaires qui ont accompagné le dit studio au moment de la pandémie à Covid-19. L'année 2020 a été plus impactée par la crise de Covid-19. Personne n'était préparé à cela, à cette éventualité-là. Aucune puissance mondiale, aucune grande organisation, aucune grande institution n'était préparée à cela. Donc tout un chacun de nous, on a essayé de faire de notre mieux afin de pallier à cette crise et d'apporter le maximum d'informations nécessaires à la population afin que tout un chacun de nous soit protégé. Donc aujourd'hui, cet atelier d'échange, de capitalisation que nous organisons, c'est pour nous permettre d'échanger, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment améliorer nos rendements afin qu'on puisse mieux se préparer pour les éventuelles crises qui pourraient impacter le monde dans les années à venir. On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Donc, comme le Covid a été une surprise, une autre crise peut nous impacter par surprise. Donc voilà, cet atelier, c'est nous permettre de plus nous préparer et de savoir comment gérer ce genre de situation. Parce que nous avons invité plusieurs personnes d'horizons professionnels différentes. Nous avons des représentants des organisations de la société civile qui s'occupent de la santé. Nous avons des journalistes, des radios partenaires et des non-partenaires du studio Kalangu. Nous avons des grands représentants des institutions internationales ici présents au Niger. Donc tout un chacun peut nous apporter son expérience, comment il a géré la crise de Covid-19 dans son institution, ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et nous, les médias que nous représentons comme le studio Kalangu, comment on pourrait améliorer nos éventuelles distributions d'informations à la population du Niger. Cet atelier de donner et de recevoir a permis d'engager des échanges fructueux entre les participants relativement au Covid-19. Notons que l'objectif visé par cette formation sur la capitalisation du Covid-19 et le développement du studio Kalangu ont été valablement atteints. C'est du moins ce qui ressort des propos tenus par les principaux organisateurs de cette séance d'échange. Déclaration de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger à l'occasion du 2e anniversaire des élections professionnelles au siège de la dite Confédération. Plus d'éclaircissements dans ce reportage de Zainab Gagra et Abdelmouni Abdraman. 31 juillet 2019, 31 juillet 2021. Cela fait 2 ans que les premières élections professionnelles ont été tenues au Niger afin de déterminer la représentativité des organisations professionnelles des travailleurs. Après sa victoire en ce jour avec 32,31% des suffrages, la Confédération démocratique des travailleurs célèbre ce jour 31 juillet 2021 son 2e anniversaire des élections professionnelles. À cette occasion, le secrétaire général de la CDTN a rappelé leur plateforme revendicative remise aux autorités le 1er mai 2021, tout en attirant l'attention du gouvernement sur certains points. Le respect des différents protocoles signés précédemment, dont notamment l'harmonisation des régimes indemnitaires des agents de l'État, l'appurement intégral des incidences financières liées aux avancements et reclassements, l'octroi d'une prime de départ à la retraite, le recrutement significatif à la fonction publique et dans les autres administrations de l'État, l'élaboration d'un plan de recrutement des agents contractuels de la santé et de l'éducation à la fonction publique de l'État et à la fonction publique territoriale. L'arrêt du recours à la contractualisation à la fonction publique, la poursuite et l'extension de la construction de logements sociaux par l'État sur l'étendue du territoire national, la valorisation du SMIC et du point indiciaire, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et la lutte contre la vie chère, le renforcement du dialogue social et le respect des libertés syndicales, la réduction du prix des hydrocarbures à la pompe et l'amélioration de la qualité de l'accès à la téléphonie et à l'Internet,
C'est pourquoi la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, met en garde le gouvernement contre toute remise en cause des acquis des travailleurs nigériens. Demande la convocation dans les plus brefs délais de l'atelier tel que promis par le Premier ministre pour prendre en compte les observations des organisations syndicales sur l'avant-projet du statut général de la fonction publique de l'État. Notons que cette déclaration de la Confédération démocratique des travailleurs, qui est suivie d'une conférence de presse, a permis à la Confédération de lancer un appel à l'ensemble des mouvements syndicaux du Niger à une grande mobilisation afin d'atteindre leur objectif. Point de presse du gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, sur l'état des préparatifs de l'accueil du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, du 1er au 2 août à Maradi. Le point avec nos envoyés spéciaux, Halou Massani, Ibrahim Kantama. Ce point de presse du gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a pour objectif d'informer l'opinion publique sur le préparatif de l'accueil du président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, dans la dite région. Une visite de travail afin de s'inquiéter les conditions de vie de la population, particulièrement dans le département de Madaroufa et Guidaromji. Pour le gouverneur Zakari Oumarou, cette visite a une double signification. Et donc c'est une visite très importante pour notre région. Vous savez que Maradi, c'est une région qui joue un rôle important dans l'économie du Niger. Un rôle très important. Et c'est pourquoi d'ailleurs on qualifie Maradi de capitale économique. Alors, la déstabilisation de la région de Maradi, si ça arrive vraiment, ça risquerait d'être fatal à notre pays. Vous savez qu'il y a un projet de chemin de fer qui est en cours de réalisation, qui va venir de Kano, Kassena et jusqu'à Maradi. Ça, c'est très important pour notre pays. C'est très important. Notre région est en train de devenir un pôle sanitaire. Nous avons un hôpital de référence qui n'a rien à envier à aucun autre hôpital de la sous-région. Je ne parle pas de celui de Niamey. Et le président de la République a pris les choses en main par rapport à la mise en exploitation de l'hôpital de référence parce que ses capacités dépassent nos besoins en choses. Parce que c'est un hôpital multifonctionnel. Les soins, la recherche, la formation, on peut faire du tout là-bas. D'autre part, cette visite officielle du président Alhaji Bazoum Mohamed prendra en charge toutes les préoccupations pour un retour définitif de la paix tout au long de la frontière avec la République fédérale du Nigeria. C'est vrai que depuis 4 ans, la région de Maradi connaît, à l'instar des autres régions de l'Est et de l'Ouest, une forme d'insécurité. Il faut tout de suite le dire, la situation de Maradi est très différente de celle de Difa ou de Tillabéri. Même si s'il y a perte de vie humaine, quelle que soit la forme par laquelle la vie est perdue, c'est une mort quand même. Mais la différence entre Maradi et les autres, que ici nous faisons face à un banditisme économique, si je peux l'appeler ainsi. C'est des gens qui n'ont pour le moment aucune revendication, ni politique, ni ethnique, ni religieuse.
Donc ce ne sont pas ce qu'on appelle ailleurs des djihadistes, c'est purement des voleurs qui opèrent dans notre région et plus précisément dans les deux départements, Guédaroumji et Madarumfa. Enfin, la région de Maradi connaît cette situation sécuritaire depuis quelques années, dont plusieurs localités sont touchées, dont entre autres le département de Madarumfa et le département de Guédaroumji. Il faut aussi noter que ce déplacement du président de la République Alhaji Bazoum Mohamed est aussi d'une grande importance pour la capitale de Kassina. Relativement toujours donc à cette visite de travail de son Excellence Bazoum Mohamed à Maradi, suivant les réactions des ressortissants de Maradi dans ce reportage avec nos envoyés spéciaux. Ici, nous sommes au marché central de Maradi, Maradi la capitale économique. La première visite de travail officielle dans la région de Maradi. À l'occasion de cette visite, le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, va évoquer plusieurs points, dont entre autres la question sécuritaire dans la région de Maradi. Cette visite officielle prouve sans doute l'engagement et la volonté politique du président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, dans l'application stricte de son programme de la Renaissance Acte 3. Une sortie officielle sur le terrain afin de constater de visu les conditions de vie de la population, notamment dans les zones d'insécurité sur la frontière avec la République fédérale du Nigeria. Pour les ressortissants rencontrés, ces derniers se disent très optimistes de cette visite dans la capitale de Kassina. Les impressions, plus particulièrement, c'est une grande impression pour nous. Et vraiment, on l'attend avec un grand cœur, avec vraiment grande joie. Et vous voyez, vous constatez même que la ville est en constante animation. Donc ça sera vraiment un accueil que nous avons tellement espéré. Et nous souhaitons que vraiment il puisse venir en bonne santé et qu'il passe un bon séjour ici. Pour d'autres, cette visite est tout simplement la concrétisation de la volonté politique de la mise en œuvre du programme de gouvernance pour un Niger aussi émergent. C'est vraiment une grande opportunité pour moi et pour tous les ressortissants de la région de Maradi. Parce que Maradi, à ce jour, connaît beaucoup de défis, de problèmes, de difficultés. À mon avis, l'arrivée ou bien la visite du président de la République, son Excellence le président Bazoum, c'est une opportunité pour toute la région de Maradi. Voilà. Et s'il faut continuer, je vais d'abord commencer à dire que depuis le 2 avril, quand il a été investi en tant que président de la République, j'ai compris que c'est quelqu'un, c'est un citoyen nigérien qui a le souci de régler tous les problèmes des Nigériens. Pour rappel, la région de Maradi fait partie du poumon de l'économie du Niger. Cependant, cette visite officielle du président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, vient à point nommé dans la recherche de solutions relatives aux activités terroristes qui traversent certaines localités de la région de Maradi, tout au long de la frontière, notamment dans le département de Madarumfa et le département de Guédaroumji. La suite de cette rétroactualité de la semaine, le 3 août prochain, le Niger célébrera la 46e édition de la fête tournante de plantation d'arbres couplée à la 61e édition de la proclamation de l'indépendance du Niger. Cette année, c'est la région de Zender qui abritera cette cérémonie. Reportage à notre envoyé spécial, Aliba Massani. Célébré le 3 août de chaque année depuis 1960, l'anniversaire de la fête de l'indépendance du Niger, revenu avec la fête de l'arbre au Niger, acquis par le régime du général Seyni Kounché, ancien président de la République du Niger, avec le programme de lutte contre la désertification
et la valorisation de l'environnement à travers le reboisement de plusieurs milliers de variétés de plantes. Au niveau des jeunes volontaires pour l'environnement, nous sommes presque prêts, en tout cas pour cette journée spéciale. Et la particularité de cette année, c'est que nous allons célébrer le 3 août au niveau du site de l'Université Africaine Développement, EDU, avec leurs étudiants, pour non seulement les apprendre l'importance de la plantation de l'arbre, mais également la question l'enjeu lié à l'entretien. Donc en plus de la plantation, nous allons discuter pour les sensibiliser, pour que ces sites soient en arboretum pour les années à venir, lorsque l'université sera installée au niveau de Gorubanda. Dans le cadre des préparatifs de ce 3 août 2021, toutes les dispositions sont prises pour accueillir la journée du 3 août qui sera célébrée le mardi prochain. Du côté des jeunes volontaires pour l'environnement, rien n'a été laissé au hasard dans le cadre de la fête de l'arbre. Aujourd'hui, on comprend aisément que le moringa a plusieurs vertus. Donc aujourd'hui, vous avez différents types de produits à base de moringa, ce qui veut dire que le moringa contribue effectivement au développement de l'économie locale, surtout les femmes qui produisent ces moringas au sein des groupements, qui ont des petites parcelles. Et on voit très bien comment l'économie se développe, comment les produits à base de moringa sont consommés ici et un peu partout. Donc, parce que pour nous, c'est important aussi qu'on puisse faire la valorisation de nos espèces locales essentielles, parce que vous savez, ici il y a ce qu'on appelle les centres de semences forestières qui veillent à ce que les espèces locales nigériennes ne puissent pas disparaître. Donc chaque fois qu'il y ait des journées comme le 3 août, nous essayons de valoriser cela, et je pense que le moringa en fait partie. Bien sûr que c'est une espèce d'origine indienne et tout, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons plusieurs types de moringa qui se développent au Niger, mais en plus de cela, les espèces essentielles que nous avons, qui ont des vertus thérapeutiques et autres, nous devons les valoriser pour que ces espèces-là ne puissent pas disparaître. Le thème du 3 août de l'année 2021 est « Valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale », un thème proposé par les autorités de la 7e République en vue de mettre en valeur cette plante aussi bien nutritive que médicinale. Le 29 juillet 1991, 29 juillet 2021, il y a déjà 30 ans que se tenait la conférence nationale souveraine du Niger dans l'enceinte du palais d'espoir du stade de Niamey, baptisé depuis palais du 29 juillet. C'est au même moment que les différents acteurs se sont réunis pour la célébration de ce 30e anniversaire. Reportage. Ils étaient nombreux, les délégués des forces vives de la nation, représentants des syndicats, des associations du secteur privé, des scolaires, du monde rural, des partis politiques et des institutions de la République qui ont participé à l'ouverture de la conférence nationale souveraine le 29 juillet 1991. Cette année 2021, l'on célèbre les 30 ans de gestion du pays après avoir posé les jalons de la démocratisation à la conférence nationale souveraine. Cet événement, on s'en souvient, avait jeté les bases de la démocratisation de la vie politique, marquée depuis des décennies par le monolithisme et le régime d'exception. Cette conférence a ainsi permis l'adoption des actes fondateurs de la 3e République. Du point de vue de la Constitution, la République, les institutions de la République, l'État, au nom du peuple, ont l'obligation de respecter la conférence nationale, de la commémorer, de respecter ses acquis, parce que c'est l'engagement de notre peuple. Certains des acteurs principaux de la conférence nationale souveraine témoignent aujourd'hui des acquis de cette conférence, même si des défis restent encore à relever. Si l'on avait bien gardé les esprits d'application des actes de la conférence, que les décisions de la conférence peuvent être supra-constitutionnelles. Parce que la constitution actuelle que nous avons de Namaro est issue de la conférence nationale souveraine. Ça, c'est une précision liminaire. La conférence nationale, effectivement, au cours des travaux en commission, a consacré la lutte contre la corruption et l'assainissement comme un des points majeurs, parce que cela compte aussi parmi les griefs
contre lesquels l'ancien pouvoir a été remplacé par la conférence nationale souveraine et les institutions de la transition. L'enracinement durable de la démocratie au Niger a besoin de l'implication de tous les citoyens. C'est en ce sens que certains acteurs politiques ont apprécié les différents acquis de la démocratie qu'il faudrait consolider. La conférence nationale a marqué le moment déterminant de l'instauration du processus de démocratisation de notre pays. Et ça, c'est un acquis considérable. Permettre aux citoyens d'avoir accès à la liberté, à tous les droits humains et puis avoir un droit de regard sur la collectivité, c'est important. Ici, aujourd'hui, il s'agit de célébrer, de commémorer les 30 ans de ce que nous considérons comme étant l'événement politique le plus important des 50 dernières années. Rappeler les acquis, puisque vous savez que la Constitution de notre pays a consacré la conférence nationale comme un événement politique important et a consacré aussi le respect de ces acquis. Rappelons que c'est au sortir de cette conférence nationale souveraine que le parti unique d'État a fait place au multipartisme au Niger, signant ainsi l'entrée du pays dans le concert des nations démocratiques. L'heure est à présent à la consolidation des acquis engrangés depuis 30 ans. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps ont causé la dégradation et l'effondrement de certaines tombeaux au niveau du cimetière musulman de Yantala. Précision avec notre reporter Mahamadou. L'association Mugara Makonchimou, autrement dit Prononçons de notre dernière demeure, a effectué une visite ce vendredi au cimetière musulman de Yantala. L'objectif de celle-ci est d'aller voir l'état du cimetière après ces fortes précipitations enregistrées. Pour Boubacar Abdoulaye, membre de l'association, celui-ci s'est dit très choqué de ce qui se passe au sein du cimetière. C'est catastrophique ce qui s'est passé, en tout cas ce qui s'est passé dans le cimetière avec la grande pluie d'hier nuit. Et sincèrement, il faut venir voir. Parce que nous sommes quand même quotidiennement ici en train d'entretenir les cimetières. Mais aujourd'hui, ce que nous venons de voir, est vraiment, ça fait mal au cœur. Parce que c'est notre dernière demeure, comme tu l'as dit. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup ignorent la réalité de ces cimetières. Mais nous lançons un appel aux uns et aux autres de venir voir. Et ils verront que nos dernières demeures aujourd'hui ont besoin de nous qui sommes vivants, pour entretenir quand même le cimetière. Et aussi, en tout cas, comment on appelle ça, réparer les tombes de nos parents, de nos amis qui sont couchés ici. Ici à Niamey, je sais qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un parent qui est couché. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce drame, parce que pour moi c'est un drame, c'est un drame dans la mesure où c'est des parents qui sont couchés ici. Et aujourd'hui leurs tombes sont tombées. Et je pense que c'est à nous de les réparer. Parce que nous tous, nous qui sommes les vivants, nous allons nous retrouver ici un jour. Donc il faut qu'on ait le courage d'abandonner nos fadas, d'abandonner nos causeries inutiles, pour qu'au moins le dimanche quand même nous lançons un appel. Chaque dimanche tout le monde est là, que nous tous on se retrouve ici pour pouvoir entretenir ces cimetières, pour pouvoir réparer les tombes qui sont tombées. D'autre part, il demande à la mobilisation de tous afin de rendre plus propre notre dernière demeure. On a besoin de la latérite, on a besoin des pelles, des brouettes, tout ce qu'il faut pour entretenir les tombes. Nous ne demandons pas de l'argent, hein. On n'a pas besoin d'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils n'ont qu'à payer des brouettes, des pelles, ils n'ont qu'à nous amener du sable, de la latérite, pour pouvoir vraiment réparer les tombes. C'est tout ce dont on a besoin. Et on a besoin de bras valides. Le cimetière musulman aujourd'hui est mal entretenu. Allez-y voir le cimetière chrétien. Vraiment, c'est une honte pour nous les musulmans. C'est une honte, je dis, c'est une honte pour les musulmans de voir leur cimetière en train d'être détruit comme ça. Les simples citoyens, nous tous le dimanche, on doit se donner rendez-vous ici pour qu'en une journée nous puissions réparer en tout cas les tombes qui sont tombées. Parce que ça, si on le laisse, moi je dis c'est une honte pour la Oumma islamique. C'est une honte pour la Oumma islamique. Quand les gens disent qu'ils sont musulmans et qu'on laisse nos cimetières comme ça, je dis que c'est inacceptable. C'est un cri de cœur. Il faut venir voir. Vous avez vu. Vous avez vu. Et je veux que ce message-là, que vous le divisiez au niveau de vos autres collègues de la presse, pour que l'ensemble de Niamey soit informé et que nous donnons rendez-vous à tout le monde le dimanche.
Le dimanche, nous tous, on doit être là. Je crois que si l'ensemble de Niamey est là, on va pouvoir répartir. Cette association Modiara Mokonchum, pour rappel, organise chaque dimanche des séances de salubrité au cimetière musulman de Yantala. Enfin, toutes les bonnes volontés doivent apporter leur pierre dans cette œuvre de bienfaisance. Relativement donc à cette situation sur la dégradation des tombeaux au niveau du cimetière musulman de Yantala, le député maire Oumarou Moumouni Dogari a appelé à la population de Niamey à la participation massive des réparations de ces tombeaux. Un appel entendu bien sûr par la population. Initié par les bonnes volontés de la population de Niamey, la réparation des tombeaux dégradés du cimetière musulman de Yantala, les fortes pluies enregistrées ces derniers temps ont engendré une énorme dégradation, voire même l'effondrement de plusieurs tombeaux. Une situation face à laquelle le député maire en charge de l'assainissement n'a pas oublié de faire des réaménagements à ces dernières demeures, de l'occasion pour ces derniers de mobiliser cette forte délégation. Lorsqu'il a lancé l'appel, nous représentants du peuple au titre de la région de Niamey, toutes tendances confondues, nous nous sommes retrouvés, décidés ensemble de nous approprier cette idée, de demander à la population de sortir à l'appel du maire, député président du conseil de ville, afin que nous puissions venir ici, donc faire les travaux nécessaires pour réhabiliter notre dernière demeure à tous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu l'ampleur du travail qu'il y a à faire ici. Et nous avons entre nous décidé de l'opportunité d'avoir régulièrement ce type de séances de travaux, de manière à prendre en charge pas seulement les cimetières musulmans de Yantala, mais tous les cimetières sur le territoire de la ville de Niamey. Donc je pense que c'est un processus dans lequel la population de Niamey et environnant va accompagner la mairie de manière à ce que, comme je l'ai dit tantôt, nous puissions toujours faire œuvre utile. Je voudrais à cette étape me réjouir de ce que même ceux qui n'ont pas pu accéder à l'appel lorsqu'il a été lancé par le maire, après le relais que vous faites, vous journalistes, et sur les réseaux sociaux, que des citoyens de la ville de Niamey aient convergé et continuent à converger de manière à ce que le travail puisse se faire de manière efficace et rapide. Espérons que cette initiative aura la participation et la contribution de toutes les bonnes volontés à ces nobles gestes combien bénéfiques récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Clôturons cette rétrospective de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception, bonne revue de semaine. L'actualité politique à travers les journaux a été marquée cette semaine par la déclaration de la CAP 2021. Le journal La Nation écrit dans ses titres: le moderne Faloumana a-t-il abandonné le navire CAP 2021? S'interroge le journal. Le mardi 27 juillet 2021, l'opposition est sortie de son silence au menu de sa déclaration la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Chose tout à fait inattendue, objet de polémique sur les réseaux sociaux, l'absence remarquée à ce rendez-vous de la figure de proue de cette opposition, à savoir le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Africa. Le journal écrit que l'inattendu à cette déclaration, c'est l'absence du moderne Faloumana Africa à cette déclaration. Est-ce à dire que l'autorité morale Hamamadou et ses partisans ne se reconnaissent plus de la coalition Mahaman Ousmane, se demande le journal, pour qui dans une publication faite sur son compte Facebook, un des
le porte-parole attitré du parti au symbole de cheval ailé, Modern Fall Lumana Africa, de qualifier d'inopportune cette déclaration. D'ailleurs, au sein de l'opinion Lumana, on ne manque pas d'entendre des voix reprocher à leurs candidats aux élections présidentielles premier et second tour, tenues respectivement le 27 décembre 2020 et le 21 février 2021, son laxisme dans la lutte pour la revendication de sa victoire. Toutes choses vécues par eux comme une trahison quand leur leader, l'autorité morale, fait face aux foudres de la justice dans la gestion de la crise post-électorale. Cette absence du modèle Fall Lumana Africa à la déclaration de l'opposition politique dénote d'un malaise au sein de la coalition Mahaman Ousmane. Le mardi 27 juillet 2021, le Front républicain pour le changement, composé de 6 formations politiques membres de cette même coalition, a annoncé dans un communiqué rendu public tôt le matin son retrait de la dynamique de contestation des élections du 21 février 2021. Nous apprend toujours La Nation. Toujours à propos de ce sujet, l'enquêteur écrit dans ses titres que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mahaman Ousmane et ses amis de la CAP 2021 ont fait le dos rond pour laisser passer la bourrasque. L'on se tord de rire à les entendre marmonner dans leur pathétique déclaration. La coalition CAP 2021, ACCFRC et alliés ne reconnaît pas l'élection de Bazoum Mohamed à la présidence de la République du Niger. Cette position, nous la maintenons sans ambiguïté aucune, comme si cette litanie pouvait troubler les nuits du chef de l'État qui va tranquillement sur ses 4 mois de gouvernance, écrit le journal, qui poursuit que pour faire rire davantage les Nigériens et au-delà la communauté internationale, l'opposition politique réaffirme son soutien ferme et indéfectible au président élu, son excellence El Hadj Mahaman Ousmane. Dans ce cadre, elle prendra toute initiative tendant à restaurer la vérité sortie des urnes. N'ayant pas été capable de défendre leur victoire quand il le fallait, l'ancien chef de l'État et ses compagnons politiques se nourrissent désormais de chimères et espèrent embarquer les citoyens dans leur monde utopique. Les déclarations et autres sorties médiatiques hasardeuses de la CAP 2021 n'y changeront rien. Le Pendestaria s'est adjugé la couronne et compte bien la garder pour longtemps encore. L'opposition politique nigérienne a laissé filer l'occasion d'un changement de régime dans notre pays. Elle a échoué sur toute la ligne, estime le confrère. La voilà réduite à des coups d'épée dans l'eau. Toujours à propos de cette déclaration, l'Indépendant Plus nous rapporte dans ses colonnes que seuls les leaders et quelques-uns des militants présents à la déclaration ont eu une lecture étriquée de la situation sociopolitique du pays qui est loin du tableau brossé par l'opposition. 4 mois après l'arrivée du président de la République Bazoum Mohamed à la magistrature suprême, les Nigériens, tous bords politiques confondus, ont apprécié de manière positive la conduite des affaires de la cité. Sur les médias traditionnels, tout comme les réseaux sociaux, les militants connus de l'opposition et non des moindres, à l'image du grand défenseur, ont reconnu le mérite du président de la République, Mohamed Bazoum, dans sa façon de gouverner. De mémoire des Nigériens, jamais le bilan des 100 premiers jours d'un président de la République n'a fait l'unanimité, comme c'est le cas aujourd'hui avec le président de la République, Bazoum Mohamed. À quelques heures de cette déclaration, le journal revient sur le fait que 4 formations politiques sur les 6 qui constituent le Front républicain pour le changement ont quitté l'opposition. Même s'ils n'ont pas dit clairement parmi les raisons de leur départ, il n'est pas exclu qu'ils ont eu vent du contenu de cette déclaration qui est totalement en déphasage avec la réalité du terrain, en mentionnant qu'ils quittent l'opposition car les élections sont derrière eux. Les partis membres du FRC sont certainement impressionnés de la manière dont les affaires de la cité sont conduites par les autorités en place. Le déphasage entre les militants de l'opposition sur cette déclaration a été aussi bien visible par l'absence des gros bonnets du principal parti de l'opposition, le Modern Fall Lumana. Le coordinateur régional de Niamey du parti au cheval ailé, M. Soumana Sanda, et le député maire de la ville de Niamey, Oumarou Moumouni Dogari, ont brillé par leur absence à cette déclaration malheureuse dans laquelle les leaders de l'opposition ont fait preuve de leur manque de patriotisme
patriotisme. Les Nigériens amoureux du pays ont du mal à comprendre la prise de position des responsables de la CAP 2021 qui soutiennent sans embâche les autorités de la transition malienne au détriment de leur président de la République, Mohamed Bazoum. À propos toujours de cette opposition politique, le Hérisson écrit dans ses titres « Quand les intérêts de Mahaman Ousmane et Hamamadou divergent, ça ne va pas bien entre les deux principales formations politiques de l'opposition, nous apprend le confrère. Le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Falouman Africa a beau continuer de cacher sa nouvelle position, il paraît de plus en plus clair que le parti de Hamamadou n'est plus sur la même longueur d'onde que le nouveau démocratique et républicain de Tchadi de Mahaman Ousmane. Comment est-on arrivé là, se demande le journal qui nous écrit que le mardi 27 juillet 2021, le modèle Falouman Africa a prié par son absence à la déclaration de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021 et allié FRC Front républicain pour le changement et a cessé l'alliance des candidats pour le changement. Quoique figure de proue de l'opposition politique et premier soutien de Mahaman Ousmane aux élections présidentielles, premier tour du 27 décembre 2020 et second tour du 21 février 2021, cette absence ne fut pas une surprise pour de nombreux observateurs qui voyaient le mal arriver. Déjà sur la position adoptée après la proclamation des résultats du second tour par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le RDR Tchengi et son principal soutien avaient des vues différentes. Quand pour Mahaman Ousmane, la contestation des résultats devrait se faire selon les procédures légales, pour la branche radicale du moderne Falouman Africa, il fallait découdre avec la Renaissance sur le terrain par la force, souligne un commentateur des réseaux sociaux. D'où les violences post-électorales qui s'en suivirent à Niamey, le fief du parti de Hamamadou, qui constate avec lui le climat qui a prévalu dans la capitale du Damagaram, qui est le bastion de Mahaman Ousmane. Le journal écrit plus loin que c'est dans ce contexte de crise de confiance entre les deux figures de proue de l'opposition politique que Hamamadou a obtenu son évacuation sanitaire à Paris. Depuis lors, le journal nous apprend que de l'eau a coulé sous le pont de l'Alma. C'est dans la capitale française. Et le vent frais de la Seine a sans doute donné des nouvelles idées aux convalescents promeneurs solitaires. Pourquoi se faire plus royaliste que le roi, se demande le journal. Pourquoi ne pas rouler pour soi-même, s'interroge toujours le confrère. Dès lors que Mahaman Ousmane refuse de se déterminer dans la lutte qui est la sienne, puisqu'il s'agit de sa victoire usurpée, Hamamadou ne va pas lui forcer la main et doit vaquer à ses occupations. Dixi, un responsable d'une sous-section Lumana de Niamey. Les occupations actuelles de Hamamadou, ce sont justement ces préoccupations qui se résument à recouvrer sa santé, revenir dans son pays avec la garantie des conditions allégées de sa détention comme une mise en résidence surveillée par exemple, et si possible se refaire une virginité politique. Si sa première préoccupation ne relève uniquement que de la volonté de Dieu, le président Bazoum Mohamed peut avoir son mot à dire quant aux deux dernières. Et puis, le nouveau républicain traite de la gouvernance dans ses colonnes. Impunité pour la vérité, la justice et l'harmonie sociale. Le Niger est une société déréglée depuis l'avènement de ce socialisme débrouillard, presque torpilleur, incapable de compromis et de justice. L'héritage de Bazoum Mohamed pour gouverner le Niger est assez lourd quand on considère la manière par laquelle le système précédent a gouverné le Niger pendant 10 années de laisse-guidon, d'inconstance, de pillage systématique, d'abus divers, d'injustice, de harcèlement politique. Le besoin de vérité et de justice est immense dans le pays et il y a des sujets urgents qui ne peuvent rester impunis si tant est que le nouveau magistrat, après avoir rencontré le Saman pour lui donner quelques gages d'indépendance sous son magistère, voudrait communier avec la justice du pays et avec un peuple assoiffé de justice sociale. Bazoum Mohamed peut-il enfiler la robe de justicier pour répondre à de telles attentes de la part des Nigériens? Peut-on miser sur la volonté politique d'un homme qui avait regretté que sur le plan de la lutte contre l'impunité, son régime ait été défaillant, espérant que le deuxième mandat de son camarade s'annonce sur la lutte implacable contre l'impunité? Mais maintenant qu'il a la réalité du pouvoir, peut-il faire droit à cette attente populaire, s'interroge le nouveau républicain.
Quant au courrier, il rapporte à sa une la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et si Bazoum Mohamed emboîte le pas à Alassane Dramane Ouattara, s'interroge en gros le courrier. La réconciliation entre Ivoiriens en Côte d'Ivoire à travers les personnes du président Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, fraîchement élargi de prison à La Haye, fait germer des idées aux Nigériens. Sur les réseaux sociaux notamment, l'événement est loué et les acteurs salués pour la grandeur d'âme dont ils ont fait montre dans ce début de résolution de la grave crise latente consécutive à la déportation de l'ancien président à La Haye. Une situation qui pourrait connaître des développements forts inquiétants pour une Côte d'Ivoire encore fragile, les séquelles et les ressentiments de la crise de 2010 étant loin d'avoir disparu. C'est probablement, selon le journal, en vue de désamorcer la bombe et de donner une chance à leur pays et à ses enfants de se réconcilier entre eux que les deux pôles du problème ivoirien ont décidé de tourner la page de la confrontation permanente et ouvrir ensemble une nouvelle faite de pardon et de confiance mutuelle comme Gbagbo et Ouattara l'ont si bien souligné. Et surprise choquante pour les Nigériens, c'est Issoufou Mahamadou qui aurait servi de médiateur entre les deux parties. Pour le compte de qui se demande le journal. Apparemment pas pour celui de la CEDEAO qui n'a fait aucun communiqué sur la question. Encore moins de l'Union africaine qui semble avoir vécu l'événement pour ne pas dire subir à distance. Quoi qu'il en soit, le journal écrit que les Nigériens n'ont pas manqué de relever le caractère hypocrite de l'ancien chef de l'État qui a plutôt tout mis en œuvre pour opposer ses compatriotes, y compris sur les questions les plus sacrées. Puis l'affaire Ibou Karadje revient encore cette semaine à travers les journaux. Affaire Ibou Karadje, 16 personnes déférées à la justice, 14 sont poursuivies. Écrit dans ses titres, l'enquêteur. Coup d'accélérateur dans l'affaire Ibou Karadje, de la garde à vue au déferment. Plusieurs mis en cause se retrouvent dans le collimateur de la justice. Volonté réelle de sévir ou erreur sur les lampistes, se demande le journal. Bazoum Mohamed est-il réellement déterminé à mettre fin au cycle de l'injustice né des deux quinquennats de son prédécesseur? Est-il véritablement résolu à combattre l'impunité sous toutes ses formes? Le journal se pose autant de questions et écrit que les réponses à ces questions ne sauraient tarder. Le président de la République passe son tout premier test en la matière. Il est en face du tribunal de l'opinion publique, celle qui opère en dehors des cours de justice. Pour rappel, la lutte contre la corruption est l'une des pierres angulaires du programme de gouvernance que porte le président de la République. Bazoum Mohamed ne s'en cache pas. Il veut se démarquer de son mentor sur ce point. Il ambitionne de réconcilier le peuple et la justice. Issoufou Mahamadou est parti du pouvoir en laissant les Nigériens sur leur faim de justice. Les citoyens ont l'ineffaçable sentiment que les 177 dossiers relatifs au vaste scandale politico-financier des marchés publics au ministère de la Défense nationale ont été balayés d'un revers de main par le régime précédent. L'affaire Ibou Karadje offre, selon le journal, à Bazoum Mohamed l'occasion de se montrer un justicier devant ses concitoyens. Le chef de l'État saura-t-il saisir cette opportunité ou se laissera-t-il happer par le système qui l'a conduit au pouvoir, s'interroge le journal. Et pour finir, parlons insécurité. À Tillabéri, encore 18 civils tués à 20 km à l'ouest de Bani Bangou, nous rapporte dans ses colonnes le journal La Nation. Quelques jours après l'attaque terroriste qui a abouti à la mort de 14 cultivateurs du village de Huye, situé à quelques kilomètres de la ville de Bani Bangou, une nouvelle attaque a ciblé les civils dans le village de Daïkoukou, à l'ouest de Bani Bangou. Une attaque qui risque de plonger les villages des alentours de Bani Bangou dans une peur et un profond désarroi. Selon les sources du journal, l'attaque a eu lieu le 28 juillet 2021 vers 10 h lorsque des individus appartenant à l'Aix à moto ont pris pour cible les habitants du village de Daïkoukou, situé à 20 km à l'ouest de Bani Bangou. Selon certaines sources, les terroristes ont froidement abattu 18 civils tués et blessé 4 autres personnes
personnes de ce village, alors que celles-ci cultivaient leurs champs. D'autres sources affirment cependant que le massacre a eu lieu dans le village. Les habitants qui tentaient de fuir ont été poursuivis et abattus dans la brousse par les assaillants. Une attaque qui, selon le journal, rallonge la liste des villages nigériens meurtris par le terrorisme. On apprend également que les blessés ont été évacués au CSI de Bani Bangou par les secours militaires et administratifs dépêchés sur les lieux du massacre, sitôt les informations sur l'attaque données. Certains analystes se demandent si ce ne sont pas les mêmes assaillants qui ont attaqué le village Ouié il y a quelques jours et qui ont récidivé afin de montrer qu'ils peuvent frapper dans la même zone et dans un espace de temps assez court sans que l'armée puisse les en empêcher, encore moins les rattraper pour les neutraliser. La question vaut, selon le journal, la peine d'être posée. Mais si cette hypothèse se confirme, cela prouverait que, contrairement aux apparences, les terroristes ne franchissent pas la frontière malienne une fois leur forfait commis. D'où la possibilité de l'existence d'un repère de terroristes dans une brousse non loin de la frontière malienne et qui sert de cachette à des petits groupes armés, mais qui disposent d'une certaine mobilité. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.